Concept archi, il aimerait bien faire des choses qu'il n'a jamais faites, c'est Ok. sûr. Par exemple, moi je rêverais de faire une église, tu vois, Ah ouais, ok. ou des bâtiments symboliques, tu vois, des On bâtiments. fait encore des églises? Ça se fait encore, ouais. Ok. Des bâtiments très symboliques comme ça, ou un stade, tu vois, des choses comme ça. Mais bon, après, je n'ai pas du tout les références pour le faire, donc après, il n'y a aucune chance que j'en fasse. Tu vois. Voilà. C'est vrai? C'est très très Ah sectorisé. mais c'est horrible ça parce que faut bien Eh démarrer. Je veux dire, Ouais, faut- c'est ça, ouais. Alors après, bon, parfois en t'associant avec d'autres, on se dit, bah tiens, nous on n'a pas la référence, la référence de ça officielle, associons-nous avec un autre, et puis comme ça on va pouvoir, qui lui a les références, et comme ça on va peut-être pouvoir changer un peu de secteur. Nous, on travaille toujours beaucoup sous la forme de scénarios. On essaye différentes hypothèses, et ensuite les choix ils sont toujours consensuels avec le client, tu vois, on essaie d'emmener les gens avec nous dans une histoire. C'est façade en bois qu'on va faire. Quand tu vas marcher le long, après une pluie, tu vas sentir le bois. Tu vois, enfin, ça va donner aussi une ambiance. Un des grands enjeux en ce moment, c'est le carbone dans les bâtiments. C'est très consommateur de carbone un bâtiment. Donc là, de faire des choses avec des matériaux qui sont renouvelables. Si tu t'intéresses aux matériaux pas carbonés, finalement, en fait, tu t'intéresses aux bâtiments anciens. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Fondation. Je suis Maxime Claval, le fondateur d'Enercool. On développe des peintures thermiques et écologiques qui améliorent le confort d'été et d'hiver. En développant l'entreprise, j'ai eu l'occasion de discuter avec des centaines de professionnels de l'immobilier. Et j'ai découvert un univers incroyable avec des métiers souvent inconnus et des parcours parfois très atypiques. C'est pour ça qu'avec l'équipe d'Enercool, on a décidé de créer ce podcast. Des acteurs engagés autour de l'immobilier nous expliquent leur parcours, leur vision, leurs victoires, leurs échecs et surtout les leçons qui en découlent. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter ces échanges que j'en ai eu à m'entretenir avec eux. Ce podcast est sponsorisé par Ici Lundi, les bureaux les plus cool de Nantes. Ils ont même un studio de podcast au top. Rien à dire de plus tellement c'est dingue. Allez voir sur icilundi.fr pour découvrir leur offre. Merci et bonne écoute. Salut Antoine. Salut. Ça va? Ouais. Un peu intimidé d'être là parce que C'est pas tous les jours. non, pas tous les jours, non. Comment vas-tu? Très bien. Très bien. Merci. Ouais. Ouais. Il fait super beau, c'est bien. Ouais, et puis il commence à faire bon. Exactement. On enregistre, on est le 4 avril et on commence à avoir les bonnes températures, donc c'est agréable. Merci déjà de venir et d'avoir accepté l'invitation à répondre à nos questions sur notre podcast. On va parler de plein de choses. On va parler de ta vie avant Urban Makers. On va parler de tes études, ce que tu as fait avant, un peu de ta vie perso aussi. Déjà pour démarrer, je voudrais bien que tu te présentes en quelques mots, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Antoine Motte. J'ai fondé une agence qui s'appelle Urban Makers, une agence d'architecture nantaise. Et moi, je suis un Parisien, c'est-à-dire que je suis venu m'installer à Nantes. Je ne connaissais pas grand monde et j'ai fait le choix de cette ville il y a quelques années, il y a 15 ans en fait maintenant. Ok. Voilà. Tu as fait le choix, comme beaucoup le font aujourd'hui, mais il y a 15 ans... J'étais précurseur. Non, je pense qu'on était au début d'une sorte d'élan, voyant que Nantes n'était pas loin de Paris, donc ça rassurait. Quand tu es un ancien Parisien, tu te dis « Oh là là, j'ai pas trop loin ». Et puis, les enfants arrivant, voilà. Besoin un peu d'espace. Un peu plus radical d'avoir une ville super agréable Ouais. et aussi une possibilité de monter des bureaux plus facilement, pas de problème d'espace, tu vois. Tu connaissais Nantes ou t'avais un peu... Je connaissais Nantes, je venais souvent en fait. Ok, d'accord. Ouais. Donc tu fais les allers-retours. Ouais, je bossais avec une boîte nantaise, d'ingénierie nantaise. Ok. Et donc je venais souvent faire des réunions de travail, des choses comme ça. Ouais. Ça marche. Tu es parisien, tu as fait ton enfance à Paris. Moi j'ai grandi en banlieue parisienne. Alors c'est quoi la banlieue parisienne? Moi je suis pas parisien, mais... Et dans la banlieue ouest de Paris. D'accord. Et dans un cadre hyper privilégié, Saint-Germain-en-Laye, t'as une grande forêt, enfin c'est Paris, mais c'est pas Paris, quoi. Ok, une belle enfance. Une belle enfance, carrément, ouais. Très chanceux. Un bain culturel super. Des parents hyper intéressés par les musées, l'opéra. Tu vois, nous, le 31, le soir du 31, on allait à l'opéra, quoi, par exemple. Du 31 décembre, ouais, opéra. Ça, voilà. Incroyable, ok, ouais, donc, d'accord. Super génial. Et puis ensuite, j'ai bossé à Paris, comme tout un chacun. Okay. C'est un peu un passage... quand tu habites dans ces coins-là, oui, quand c'est assez logique, quoi. J'ai fait des études à Paris, dans l'ancienne école des Beaux-Arts, en face du Louvre. Donc c'était super sexy aussi comme environnement pour étudier. Okay. Et puis, ensuite, premier boulot, et j'étais dans une belle agence parisienne. D'accord. J'étais en plein essor, donc là j'ai appris des tonnes de trucs. Et puis à un moment, cette agence commençait à réfléchir à des projets en Chine.
D'accord. Et moi, ça a mis la graine, comme on dit, et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire là, je partirais bien voir comment ça se passe là-bas. Donc je suis parti ouvrir l'agence là-bas en fait. Ah, canon. Ouais, Ok, à Shanghai. ça marche, ça c'est intéressant. On en Ouais, parlera un peu plus ouais, tard. avec Je suis un plaisir. peu Ouais. curieux déjà, pour revenir un peu sur ton enfance, tu parlais de tes parents, moi ça m'intrigue. Ils étaient dans quel domaine C'est pas tous les parents qui amènent leurs enfants à l'opéra, donc c'est Non, quoi le... mon père il était commercial, donc Ok. c'était pas nécessairement un métier créatif, Mhm. pas du tout même. Et ma mère, alors ma mère aussi, elle peignait, donc Ok, je voyais des œuvres à la maison, quoi. c'était l'artiste de la maison. Mais c'est vrai que moi, en fait, quand j'y repense, tu vois, quand j'étais petit, j'allais quasiment tous les ans visiter le château de Versailles. Ça Ok. faisait partie des espèces d'incontournables de sorties scolaires, en fait, quoi. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de touristes, finalement. Mhm. Maintenant, tu peux quasiment plus y aller. Il faut C'est vrai, ah réserver ouais. des millions d'heures à l'avance. Incroyable. Et donc, non, c'était assez chouette. Et toutes ces sorties, évidemment, culturelles, ça te donne... Je pense que c'est ça qui a aussi ancré une envie d'architecture. Ouais. Forcément, de tourner vers un métier plus créatif parce que tu te fais l'œil, en fait. Tu le savais déjà, enfin, t'as une période dans Non, moi, au collège, au lycée, un je pense truc que quand tu es jeune, il y a une espèce de romantisme un peu des métiers, que tu vois Ouais. une sorte de domaine un peu. Alors oui, l'architecte, tu visites des châteaux, des trucs comme ça, tu te dis, il y a bien eu quelqu'un qui a réfléchi à tout ça. Mais après, tu te rends assez vite compte que, évidemment, on ne fait plus de châteaux. Ouais. Et donc, c'était un espèce de romantisme au début. Et après, quand tu creuses la question à l'école d'archi, tu te rends compte que oui, vraiment, Ouais. ça t'intéresse, quoi. Mais à partir du lycée, quand même, au moment du bac, là, quand même, tu as un choix à faire. Attends, Ouais, par non, contre, mais tu m'as moi, parlé de Beaux-Arts. ouais, oui, non, parce qu'en fait, les écoles d'archi, tu as plusieurs écoles d'archi et tu en Mhm. as une qui est dans le site historique des Beaux-Arts à Paris. Ah d'accord, mais c'est une école Voilà, mais d'architecte. c'est une école d'archi. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Donc là, tu avais quand même un peu J'avais cette ça, et idée. puis j'avais aussi de la famille agriculteur, Ok. dans laquelle je passais pas mal de temps. Et en fait, il y a cette espèce de côté ultra rural aussi des bâtiments fonctionnels. Tu vois, moi Ouais, j'ai ouais. toujours vu des gens souder, assembler des poutres, dire ok, il faut qu'on agrandisse tel bâtiment, ok, on le fait. On y Ouais, va, on ouais. coule du béton, on aménage, il faut que ce soit efficace, tout ça. Donc ce côté très pratique aussi, je pense que c'est un autre pilier tu vois, Ok, de ce que j'ai vécu, quoi. ok. De Les, façon un peu les assemblages inconsciente, quoi. agricoles, des Ouais. choses, tu vois, très pragmatiques, ça c'est... j'y pense pas mal quand je fais un projet d'architecture. Je me dis pas comment je vais faire un truc rural, évidemment, Non. mais je me dis comment on peut faire les choses assemblables, comment est-ce que la main passe pour aller faire le tel détail, ou tu vois, dans la logique de construction, ça a quand même ça a imprégné quelque chose, quoi. Ok. L'école d'archi en elle-même, moi j'ai un ami qui est architecte. Et alors moi je viens de l'Est de la France, je suis originaire de Metz et j'ai fait mes études, moi j'étais en maths physique, rien à voir à Nancy. Et donc un ami et donc quelques amis qui étaient en école d'archi à Nancy. Ils faisaient partie un peu des créatifs de la bande, quoi. C'était un peu passer une journée à dessiner des trucs ou à faire des maquettes en je ne sais quoi d'ailleurs, mais voilà, pendant que toi tu fais des équations mathématiques. Ça a l'air d'être des super belles C'est, études. Par contre, ça t'ouvre à beaucoup de choses. Je pense que c'est hyper prenant, en fait, quand tu arrives du bac. Moi, j'ai fait un bac B à l'époque, donc c'était de l'économie. Ok. Tous mes petits camarades partaient à faire je sais pas quoi, des facs d'économie, des choses comme ça. Mhm. Moi, j'étais très content d'être pris dans cette école d'archi et de découvrir un monde totalement, comment dire, ultra libre. C'est-à-dire, tu sors du lycée, tout est vachement cadré, et là, Ouais, on te incroyable. pousse à créer, on te pousse à travailler dans des logiques d'atelier. Donc, tu as des élèves plus âgés que tu vas aider. Tu as des profs qui passent dans la journée, qui repartent, tout ça. Donc, tu as plein de cours théoriques d'histoire de l'architecture, sur de l'art et tout ça. Ça, c'est Mhm. passionnant parce Mhm. que il y a un monde qui s'ouvre quand tu découvres tout ça. Et l'école d'archi en elle-même, oui, on te pousse à produire, à représenter. Donc, tu apprends à dessiner aussi, parce qu'au début, tu sais vaguement dessiner, mais là, tu t'apprends beaucoup plus à dessiner. Et puis, effectivement, c'est vachement immersif. C'est-à-dire que tu peux y passer tes soirées. Oui, tu es dans une espèce d'émulation de création qui est vachement stimulante, quoi. Et est-ce que c'est un mythe que alors, j'ai en mémoire du coup cet ami Étienne, quand il devait rendre des projets, les 2 semaines ou 3 semaines avant ce rendu de projet,
on ne le voyait plus parce qu'il y a une espèce de rush pour rendre ces projets. Je parle en école, hein, mais il y avait un peu ce truc de bon, Étienne, on ne le voit plus parce qu'il y a ce truc. C'est un peu un mythe, ça? Ou c'était que Étienne? Non, c'est complètement ça. Alors, c'est à la fois bien, parce que ça veut dire que tu es complètement dedans, en fait. Donc, tu me donnes le meilleur. Mais la limite, c'est que c'est peut-être pas comme ça qu'il faut vraiment bosser par la suite. Ouais. Or, on en voit quand même pas mal encore de... On est un métier où en fait, on apprend à faire ça, c'est-à-dire que tu as une date limite de rendu, et on est très perfectionniste, donc je pense qu'on attend le dernier moment pour représenter les choses. Et ça fait ce qu'on appelle une charrette. C'est-à-dire, il y a un terme pour ça? Et le terme, il vient des Beaux-Arts, de l'école des Beaux-Arts dans laquelle j'étais, là, où Ah oui, donc je suis charrette. Où les étudiants étaient dans des loges, donc dans des espèces de... comme dans un cloître, quoi, comme des... Ouais, d'accord. Comme des moines, finalement, tu vois, dans des petites alcôves, quoi. Et ils avaient un temps limite pour dessiner leur projet. Et il y a un type qui passait avec une charrette. Ah, pour récupérer les châssis, donc les dessins étaient tendus sur des cadres en bois. Et il mettait ça dans la charrette. Et donc il passait en disant charrette, charrette, charrette. Okay. Et ça vient de là, la charrette, en fait. Quand on dit je suis charrette, en fait, c'est que la charrette passe, il faut vite que je rende mon projet, sinon. Ok. Voilà, donc c'est. Moi j'en ai pas mal bouffé de la charrette, ouais. J'ai entendu une histoire comme ça. Je sais pas si elle est vraie, si elle a été un peu enjolivée ou quoi, j'en sais rien. Mais alors, c'était pas des architectes, c'était un bureau d'études, un pote qui bossait dans un bureau d'études, où il y avait effectivement une date limite de rendu, et tu pouvais donner ton courrier au postier qui allait faire foi en mettant le tampon. Qui achète de la poste faisant foi, ouais. Voilà, exactement. Ouais. Et ils étaient à la bourre, et donc le postier arrive, ils le mettent dans une salle, il ferme la clé, et toi, t'attends 2 heures, on a un peu des trucs à terminer, et on t'ouvrira. Et l'histoire raconte, je sais pas si c'est vrai, que le postier, il dit non, mais ils sont fous, il est parti par la fenêtre et il s'est barré, ils n'ont jamais gagné le projet. Je sais pas si c'est un vrai truc, s'il y a des gens qui écoutent et qui disent si c'est vrai, je connais, je suis preneur, mais voilà, mais il y a un peu ce truc effectivement de la deadline très forte. Ouais, carrément, ouais. Ok, ça marche. 5 ans d'études, architecte? Ça fait 5 ans, je crois, je pense quasiment que j'ai passé 7 ans à faire ça. 7 ans? Ouais, non, 6 ans. Okay. 6 ans, mais en fait, j'ai bossé pendant les études. Ok. C'est-à-dire que pour payer mon appart à Paris, je me suis dit que c'était intéressant de travailler en même temps. Donc j'apprenais, c'était pas comme c'était peut-être la moitié de la semaine. En fait, quand tu es dans les dernières années, tu as un peu plus de temps. Et donc, moi, je bossais en même temps. Ouais. Donc j'ai fait traîner un peu, en fait. Dans un cabinet ou dans un boss alimentaire? Oui, bien sûr, cabinet d'architecte. Ok, pas un boulot alimentaire. Non, pas du tout. Moi, j'étais vraiment au moment, si tu veux, où j'ai appris à dessiner à la main. Et sur la fin des études, toutes les agences basculaient sur le fameux logiciel AutoCAD. Ah, le fameux, ouais. Qui était un logiciel de dessin. Donc, donc tout le monde cherchait des jeunes qui savaient manipuler ce genre de trucs. Ok, d'accord. Comme on a ici Margot qui sait filmer, prendre du son et ainsi de suite, et nous on est bloqués sur un truc. C'est ça, exactement. Ouais. Ok, ça marche, ok, hyper intéressant. Donc tu fais tes études, tu as ton diplôme. J'ai mon diplôme et je choisis comme sujet de diplôme. En fait, initialement, je choisis de transformer la gare, la gare d'Austerlitz, qui était la gare en fait la plus, la plus désuète de Paris. Quoi. D'accord, ok. Je m'étais dit là, c'est un sujet de diplôme grandiose, tu vois, je suis un petit peu emballé, quoi. Ouais. Et puis passer plusieurs mois, parce qu'en fait les sujets de diplôme sont libres en fait. Dans mon école, en tout cas, c'était le cas. Tu pouvais faire une boucherie si tu avais envie, un magasin, quoi, tu fais ce que tu veux. ou un aéroport. D'accord. Dès lors que tu justifiais, que c'était des choses intéressantes, sensées, tout ça. Et donc, je me suis lancé là-dedans. Puis, au bout d'un moment, je tournais un peu en rond. En fait, c'était beaucoup trop gros. Ouais. Et là, j'ai une copine qui me dit tiens, et si on faisait Europan? Europan, c'est un concours d'architecture européen, comme son nom l'indique, tu vois, Europan. Et je me dis, ouais, en fait, trop bonne idée. En fait, comme ça, on ne choisit pas le sujet. Le sujet, c'est le concours, en fait. Et banco, on fait un diplôme à 2. Ok. Et avec un peu de chance, tu gagnes le concours. Et en plus, on a gagné le concours. Ah ouais, en plus, canon. Ça. C'était quoi, du coup Donc, c'était Europan 6. C'était la 6e édition de ce concours. C'était un centre-ville à réaménager à Roubaix. D'accord. Roubaix, qui était une ville... Alors, c'est intéressant parce que ce concours Europan, en fait, choisit toujours des sites en ville un peu comment dire, inextricables. Ça a été le cas, par exemple, pour l'hôtel Dieu de Nantes, là.
c'est un des sites de repens pour la prochaine session, là. Donc, toutes les villes, en fait... L'hôpital actuel, l'ancien site, le site actuel. Ouais, d'accord. Et beaucoup de villes utilisent comme ça, c'est une sorte de concours d'idées un peu très large, en fait, parce que tu as des réponses un peu farfelues. N'empêche que pour peu de frais, finalement, tu peux, sur un site, avoir des idées ultra larges, quoi. Donc, les villes se portent candidates, et nous, on avait choisi le site de Roubaix, qui était absolument passionnant, quoi. Alors, j'ai 2 sujets, mais j'ai un premier sujet qui vient, qui est le sujet des concours d'architectes, où j'ai l'impression que vous bossez pas mal gratuitement tant que tu remportes pas le dossier. Ça existe, ça, ou c'est pas tout à fait ça? Alors, nous, on n'en fait pas de ça, ou alors c'est vraiment ultra rare, parce que on sent que l'enjeu est stratégique pour nous, mais sinon, tu peux pas avoir... Comment ça fonctionne? Dès lors que tu es une société et des salariés, tu ne peux pas t'amuser à faire ça. Sinon, Mais ça existe, des concours. Alors, quand tu es jeune et que tu es à l'école, effectivement, tu as des concours comme ça, comme Europan, qui te permettent effectivement de te faire de la notoriété, de prouver des choses. Ouais. Et c'est entre guillemets un peu tout bénef. Je ne sais pas c'est quoi derrière Europan, mais en fait, il y a une édition, il y a un livre, tu vois, il y a... Ok. Voilà. Oui, donc tu te fais connaître grâce à ça. Tu te fais connaître grâce à ça, voilà. Okay. Mais après, les concours... alors, tu peux faire ça si tu as envie, mais moi, c'est pas le chemin que j'ai pris. Okay. J'en ai fait pas mal étudiant, des concours comme ça. Oui. J'ai gagné des voyages en Turquie, des trucs... Ah ouais, okay. Voilà, tu avais quand même des premiers prix, tu vois. Mais, mais sinon, non. Le concours gratos comme ça, c'est hyper dangereux, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Et ma deuxième question, c'est donc tu parles d'une restructuration du centre-ville de Roubaix. Ouais. C'est plus vraiment de l'architecture pour moi. C'est de l'urbanisme, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, tu sais, l'architecture... En fait, tout ça est une question d'échelle. Si tu zoomes à fond, ça va être quasiment du design, quoi, de l'aménagement intérieur ou l'archi d'intérieur. Plus tu élargis, c'est de l'architecture, du bâtiment. Et si tu élargis encore, tu passes à l'échelle urbaine, qui est un ensemble de bâtiments, finalement, ou de logiques d'accès, de rues, tout ça. Et les 3 disciplines sont très liées. Tu sais, souvent, on me dit ah, mais t'es archi, mais d'intérieur ou d'extérieur, enfin, tu vois. Ouais. Et ben non, en fait, tout ça, c'est très, très lié, en fait. Donc, et donc, dans les écoles d'archi, tu apprends à faire à la fois du bâtiment, l'architecture d'un bâtiment, ou alors des échelles qui sont beaucoup plus larges. Ok. T'as même pas une spécialité. Europan, le concours que j'avais pris, c'était du coup de l'urbanisme. Comment tu restructures un quartier. Et après, nos diplômes avec mon ami, là, c'était de faire des bouts de bâtiment, pour le coup. Ok, d'accord. Voilà. T'as pas une spécialisation, je sais pas, à la 3e année, de dire architecte à droite, urbaniste à gauche? Ça a dû changer, tout ça. Et là, je suis trop vieux pour te dire, en fait. Ok, d'accord. Ok, mais... Et il n'y a pas de conflit entre les urbanistes et les architectes? Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de diplôme d'urbanisme. Enfin, il n'y a pas d'ordre des urbanistes, par exemple, tu vois. Il y a un ordre des architectes. Ouais. L'urbanisme, alors il y a des diplômes, hein, tu vois, mais qui sont plus, j'ai l'impression, qui sont plus dans la politique de la ville. Tu vois, c'est des diplômes qui sont délivrés par Sciences Po, par exemple, ou je sais qu'il y a la fac de Nantes qui doit en délivrer aussi. D'accord. Mais c'est plutôt une sorte de formation en plus, ou voilà. Ok, ça marche. Mais le conflit architecte-urbaniste, moi je passe ma vie avec des urbanistes, par exemple. Et ça va. Qui étaient architectes et qui ont bifurqué vers l'urbanisme. Ouais. Mais il y a des appétences après, tu vois. Moi, j'ai ma vue extérieure de très loin, mais j'avais l'impression que parfois, les urbanistes vont un peu dire les architectes, ils font leurs immeubles, machin, mais nous, c'est la ville. Et de l'autre côté, les architectes, ils vont dire nous, on est dans le concret et vous imaginez des trucs. Ouais. C'est cliché ce que je dis, on mais. On s'entend bien parce que souvent, tu fais un peu les deux. Et puis, les urbanistes, ils ont un temps qui est tellement long. Tu vois, parfois, ils démarrent un projet, ça se fait 10 ans après, quoi. Ouais. Nous, c'est 3-4 ans. Déjà, on trouve ça long. Non, l'urba, c'est vraiment un temps tellement long que je leur trouve beaucoup de courage. Ouais, c'est ça. Il faut réussir à trouver de la motivation année après année, jusqu'à ce que ça sorte, quoi. Enfin, c'est ça. Après, j'imagine qu'il y a aussi peut-être plusieurs projets en parallèle. Et puis, on se retrouve, nous, dans des situations où, par exemple, tu as des plans faits par les urbanistes dans les années 2000 qui sont encore actifs, mais qui ne correspondent plus du tout aux standards attendus aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est un immeuble thermiquement performant? Tu vois, as les formes urbaines, en fait, qui sont même un peu datées maintenant. Du fait de ce temps long, en fait. La plupart, ils réactualisent un peu leurs fiches de l'eau, tout ça. Mais parfois, on se retrouve dans des situations où on se dit, voilà,
Non, ça date un peu, ça. Ça veut dire quoi, une forme urbaine qui Une date forme un peu urbaine, par exemple, si tu prends un bâtiment qui est très fin ou très épais, par exemple, bah, aujourd'hui, on a plutôt tendance à faire des bâtiments qui sont un peu plus compacts pour qu'ils soient moins déperditifs en énergie, tu vois. Ok. Et quand tu as des urbanismes qu'on te propose, on te dit, bah, si vous faites le projet, il faut vous inscrire dans une forme très étirée, avec beaucoup de façades ou je sais pas quoi, tu te dis, ok, là, tu vois que Ouais, tu as des partitions. ouais. Ok. Ok, d'accord. Ok, intéressant. Enfin, ça, c'est un exemple parmi d'autres, hein. Je ne suis pas un apôtre de la massivité, hein, pas du tout. Ouais. Mais Non, c'est pour mais, te donner, voilà, parfois, on a l'indicateur que, tiens, on voit que la forme n'a pas été pensée avec les règles d'aujourd'hui, quoi. Ok, ça marche. Donc, tu as tes études, et donc là, tu rentres dans ce fameux. Je rentre chez Jacques Ferrier, architecte. D'accord, donc un grand cabinet. Ouais, cabinet qui était en plein essor. Tu vois, je suis rentré, on était 8, et je suis reparti, on était 50. Ok. Voilà, donc c'est Sympa, gros belle essor, un type super. Ok. C'est un. Je connais rien, je suis désolé. Ouais, Mais ouais. c'est un architecte Jacques connu. Ferrier, c'est un architecte ingénieur. Donc ça fait partie des figures des archi-ingénieurs. C'est-à-dire, si je dis pas de bêtises, il était centralien et après il a fait des études d'archi. Ah ouais, motivé. D'accord. Ouais, Ok. motivé et avec une approche très très rationnelle, un mélange de rationalité et de poésie, quoi. Donc j'ai énormément appris avec lui. Toi, tu étais en direct avec lui. J'étais pas mal en direct, ouais. En fait, assez rapidement, j'étais en direct avec lui, d'autant que je suis parti en Chine et que j'avais la chance quand il venait en Chine, on se voyait tout le temps. Enfin, voilà. Ok. On était complices sur certains sujets, quoi. Voilà. À quel moment tu pars? Déjà, combien de temps tu restes dans ce J'ai cabinet? passé presque 10 ans chez lui. D'accord. Paris, Voilà. la Chine. Combien de temps à Paris et ensuite Bon, je sais pas, j'ai dû peut-être 3 ans à Paris, 2 ans et demi en Chine, et après je suis revenu, tu vois. Ok. Donc, attends, si on compte tes études, à 27-28 ans, tu pars en Chine, quoi. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Ok. Ouais. Ok. Tout seul? Non, avec ma femme. T'avais déjà Ouais, une femme, et ouais, donc ouais. tu pars On en s'était Chine. dit, en fait, on voulait aller au Japon. Ok. Tu vois, une espèce d'attirance pour Pour des l'Asie. choses très différentes. Ouais. Et en fait, le Japon étant un pays extrêmement fermé, tu trouves pas du job comme ça, en fait. C'est vraiment très compliqué. Si tu n'as Japon? jamais parlé japonais, Ah ouais, d'accord. enfin, c'est un peu ce qu'on a compris de la chose. Il y avait moins. Finalement, on n'est pas des, tu vois, on n'était pas avec nos téléphones toute la journée à ce moment-là. Donc il y avait Internet, évidemment, mais bref. Et la Chine, en revanche, était un pays qui cherchait absolument des cerveaux, des talents, des compétences à cette époque-là. Donc c'était très facile d'avoir des visas pour y travailler. Tu avais plein de boîtes qui te proposaient du boulot, tout ça. Donc, Et qu'est-ce qui fait que vous ouvrez un cabinet donc moi j'ai démissionné en fait de chez Jacques Ferrier. J'ai dit écoute Jacques, moi Ah bon? je veux aller en Chine. Donc, je crois que tu avais si ouvert t'es pas le prêt, cabinet. non mais en fait, Ok, vas-y, pardon. Si t'es pas prêt, ben en tout cas moi je veux aller en Chine, quoi. Donc je pars en Chine, je démissionne, je pars en Chine. Ok. Et 3 mois après, donc je trouve un boulot dans une boîte chinoise. Et 3 mois après, Jacques me repropose de bosser pour lui. Donc je vais voir la boîte chinoise et je leur dis, bah, écoutez, moi désolé, mais l'un dans l'autre, je préfère rebosser avec mon ancienne boîte française. Il me dit, mais pas de problème, tu restes dans les bureaux. Donc en fait, Bien joué. du coup, parce qu'en fait ça faisait super cool pour eux d'avoir un Européen dans leur équipe. D'accord. Donc ils m'ont trimballé partout en Chine, dans les réunions commerciales. J'allais à Dalian, j'allais à, je sais pas où, à Xi'an. Enfin, j'ai fait énormément de villes en Chine, en accompagnant le client, enfin mon employeur chinois. Incroyable. Et donc ça leur rendait service. Et moi, du coup, j'avais un super bureau chez eux. Et voilà, quoi. Et je pouvais développer Jacques Ferrier. Oui, c'est ça, parce que comment Ouais. tu développes. T'es architecte à Paris, alors chez un architecte réputé a priori. Ouais. Il démarre de zéro, en mode exploratoire, on va y aller, ou il y a déjà un premier contrat? Non, en fait, il y avait un programme initié par Jacques Chirac à l'époque, d'étudiants chinois qui venaient en France. D'accord. Donc, ils prenaient la crème de la crème des étudiants chinois qui venaient dans des conditions super avantageuses pour eux, étudier en France. Dans l'espoir qu'évidemment, il y a un match retour et ça s'est passé comme ça. Donc, nous, on avait une stagiaire chinoise et lorsque je suis parti à Shanghai, évidemment, elle était vachement active pour nous ouvrir toutes les portes et tout ça, quoi. Ok. T'as appris quoi de la Chine? C'est quoi ce que t'en gardes? Ce que j'ai appris, c'est la population. C'est-à-dire, quand on te dit il y a beaucoup de monde, là, tu vois ce que ça veut dire, en fait. Ok. Et un autre regard. C'est-à-dire, tu vois qu'en fait,
on est quasiment un village de Gaulois, si tu veux, à côté en taille. Ouais. C'est très impressionnant, en fait, quand tu vois la taille de ce pays, la puissance du pays, quoi. Et ça fait aussi bien des fois d'aller à l'étranger pour se rendre compte de ça. Ouais, exactement. Donc c'était bon. Je trouve que quand tu es jeune et tout, c'est pas mal de. Enfin, c'est hyper important de partir à l'étranger pour te rendre compte de tout ça. Et quand je suis rentré en France, j'avais l'impression que c'était vachement pro ici. Tout était bien carré comme il fallait. Ça faisait aussi Ça te faisait du bien aussi le plaisir de retrouver aussi, tu vois, une façon de faire vachement efficace et fiable. C'est-à-dire qu'en Chine, à cette époque-là, en tout cas, tous les contrats n'avaient la valeur que de ce qu'ils avaient le jour même. Donc tu signes un contrat, mais tu sais qu'il peut évoluer. Donc, t'es un peu limité. Il y avait toujours un peu des sortes d'incertitudes. Ouais, c'était très curieux. Ok. Mais moi, j'ai suivi des chantiers, par exemple, où il y avait 300 ouvriers sur le site. Ok. J'ai fait une grosse école. 300 ouvriers sur le site. Mais en fait, les ouvriers qui étaient là, c'est ceux qui faisaient les fondations. Ils finissaient par la peinture. C'était les mêmes. Ok. Alors que tu vois, nous, en France, c'est des métiers ultra séparés. Là, c'était vraiment des ouvriers, en fait. Qui apprennent sur le tas à qui on faisait faire toutes les tâches, en fait. Ok. L'école que tu as faite, en tout cas que tu as accompagnée, elle existe encore, tu sais? Oui, bien sûr, okay. Dans la banlieue de Shanghai. Ouais. Ok. Tu l'as déjà revu plus tard? Ouais, parce qu'après, j'y allais souvent en Chine. Donc, pendant un moment, j'y allais souvent. Okay, ce qui paraît d'ailleurs surréaliste. Je prenais l'avion toutes les 2 semaines. Enfin, ah ouais? C'était avant les visios, tout ça, tu vois. Ok. Ta femme, pendant ce temps-là, elle arrive en Chine, elle avait pu trouver du boulot aussi? Ouais, bien sûr. Non, on avait tout sécurisé en avance. Hein. Ouais, carrément. Ok. Elle enseignait le français à des Chinois. Ok, super. Trop bien. Et donc là, vous restez 2-3 ans, c'est ça, en Chine? Ouais, 2 ans et demi, ouais. Et tu retournes chez Jacques Ferrier? Et je retourne chez Jacques Ferrier. Pendant? Jusqu'à ce que je vienne à Nantes, là. Donc, je sais pas, peut-être 3-4 ans, un truc comme ça. D'accord. Ouais. Et là, tu as déjà un peu en tête le truc de je veux monter ma Ouais, boîte, moi, je l'ai toujours eu en tête. Après, dès le départ? Ouais. Déjà en école d'archi? Ouais. Mais en étant ultra conscient que c'est un métier comment dire, très, très complexe. Et donc, il faut bien comprendre tout le spectre, en fait, avant de te lancer. Après, certains se lancent direct après l'école. Moi, je sais pas, c'est ma nature, plus prudente ou j'en sais rien. J'ai eu besoin de bien comprendre comment ça marche, en fait. Voilà. Il y en a beaucoup qui se lancent juste après l'école? Ah, il y en a. Hein. Okay. Mais souvent, ils ont un tonton qui leur propose un projet ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, il y a aussi des opportunités. Un peu de réseau. Réseau. Il y a aussi l'inverse. J'ai pas le chiffre exact, mais ça aussi, c'est un peu j'ai l'impression des tendances. Je sais plus c'est quoi le chiffre du nombre d'archis qui 10 ans après ne sont plus archis. Ah oui, on en voit aussi qui 20%. Bifurquent vers d'autres métiers qui sont autour, comme les AMO ou les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire les commanditaires, en fait. Ouais. Et puis aussi parce que il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être archi. Ouais. C'est vrai qu'il y avait une grosse sélection à la sortie de l'école, quand même. Ouais. Moi, tous mes potes sont plus encore forcément archi, en fait. Ouais. Parce que c'est un métier qui est ultra sexy aussi. Il y a un truc un peu de architecte. Ouais. Tout à l'heure, je t'ai parlé de romantisme. Je pense qu'il y a une belle part de romantisme dans cette idée de. Oui, c'est assez créatif. Enfin, t'as le côté créatif qui est très séduisant. T'as le. Ouais. Et qui est vraiment là. C'est réputé être un métier un peu complexe, quoi. Voilà, où tu manipules beaucoup de choses. Voilà. Donc, je pense que c'est une belle image. La réalité est peut-être un peu différente, ouais. Oui, parce que. Il faut faire tous les immeubles qu'on voit qui sont parce que la part un peu standard. De conception pure, elle est assez petite sur un projet. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis on s'imagine, j'en sais rien. Encore une fois, c'est mon imaginaire, mais je peux imaginer qu'on s'imagine faire la tour, je ne sais quoi, incroyable, et ainsi de suite. Mais c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est peut-être une affaire de réseau. J'en sais rien. Mais comment tu deviens le grand archi mondial Bien sûr que non. Alors quand tu bosses dans des grosses agences, ce qui a été mon cas, l'intérêt c'est que tu palpes des projets qui sont très gros, très intéressants, quoi. Ouais. Et donc ça faisait partie aussi de la satisfaction de rester là-bas, quoi. J'étais très content d'apprendre là-bas et d'être sur des projets ambitieux. Voilà. Ok. Tu montes Urban Makers. Ouais. C'est quoi le... Et je monte Urban Makers. Qu'est-ce qui fait le déclic de dire bon allez là c'est qu'à un moment il faut prendre des virages. Il faut pas les prendre trop tard. Mais il y a pas un truc, une frustration dans la boîte où tu dis ah non là vas-y j'ai pas envie de bosser sur ce projet. Commencer un peu à tourner en rond, je pense. Voir qu'il n'y avait pas de capacité, il y avait pas de possibilité d'association à l'horizon. Ouais, d'accord.
j'en avais parlé, mais bon, ça n'a pas abouti, quoi. Ok. Donc il y a un moment où voilà, il faut y aller, quoi. Enfin, Ouais. faut prendre le risque. Et puis je te dis l'envie de quitter Paris pour Nantes. Ouais. Et, Un truc. j'avais, en fait, la boîte, je l'ai montée avec un copain qui est ingénieur, qui était déjà à Nantes. Donc on s'est dit, lui aussi, il a quitté son job et on s'est dit, tiens, allez, on tente ça, quoi. Ok, donc ça correspondait bien. Ouais. C'était le bon moment. Faut y aller, il faut entreprendre, tu vois. Ouais, Enfin, ok. c'était ça, quoi. Canon, la bonne Ouais. énergie et de se dire. Et lui, était ingénieur dans un. Lui, il était ingénieur ESTP, donc c'est le bâtiment Mhm. à l'origine, mais il n'était pas du tout, il calculait pas des poutres, quoi. Tu vois, Mhm. il bossait dans la promotion immobilière à Nantes, D'accord, ok. comme chargé d'opération, tu vois. Ok. Et donc, Mais lui il connaissait bien le domaine du logement. Parce c'était un promoteur qui faisait beaucoup de logements, donc il connaissait ça par cœur. Moi, j'en avais jamais fait dessiner un de logement. J'avais fait que des musées, je sais pas quoi, des bureaux, d'autres trucs, quoi. Des écoles, mais pas jamais de logement. Or, on a démarré Urban Makers avec des logements. Puisque lui connaissait ça bien, il avait un petit réseau lié à ça. Et moi, j'avais des lettres de recommandation de Jacques Ferrier en arrivant à Nantes, en disant, pour montrer patte blanche et dire que voilà, j'étais pas trop bête et que normalement ça devrait pouvoir marcher, quoi. Ouais, parce que c'est un peu la difficulté, c'est comment tu chopes ton premier contrat alors que tu n'as aucune référence sous le nom de ta boîte. Exactement. Ça, c'est si t'as pas de tonton fortuné ou je sais pas quoi, c'est compliqué. Ça a été compliqué pour vous ou... Non, parce il y avait ce réseau, en fait, mon associé a réussi à nous confier un projet, quoi. Ouais. C'est-à-dire en cours de route, il a changé de casquette, quoi. Ça, c'est important. Mais avec la bénédiction de son boss et tout ça, évidemment. Tu vois. Oui, non, mais c'est ça. Mais c'est un sujet Mais important. mais après, on a un premier client qui nous a fait confiance. Et ça, c'est fondamental, sinon tu peux pas, quoi. Et c'est presque la meilleure façon de monter une boîte, d'avoir finalement un premier client qui est dans la boîte actuelle dans laquelle tu es. Ouais. Bah, là, c'est gros coup de bol quand même, ouais. Mais ça s'est très bien passé, on a fait le job comme il fallait, et voilà, quoi. Ouais, et puis de la chance, mais aussi, j'imagine que ton associé, il était bon dans ce qu'il faisait, il avait un Oui, bon relationnel avec son exactement, boss, ainsi de suite. tout à fait, donc, exactement. Ouais. C'est un bon équilibre. Ok, donc vous démarrez par du logement. On prend un nom très large, Urban Makers. Oui. Donc faiseur de ville, Ouais. faiseur d'urbanité. Donc un nom qui évoque la ville, c'est clair. Mais avec, on ne sait pas trop ce qu'on allait mettre dedans, parce que peut-être on serait urbaniste un peu, peut-être on serait un peu, tu vois, enfin on ne savait pas. Mais en tout cas, un nom générique large, quoi, ouvert. C'est pas Monsieur Duchemol et Monsieur de Tartampion. C'est un nom, c'est un groupe, quoi. T'as un peu cette vision dès le début de... Ouais, je m'étais dit que ce serait bien oui, que peut-être un jour aussi, il y a des associés nouveaux qui arrivent et tout ça, donc voilà. Ouais, ok. Ouais, j'aimais bien le côté ouvert comme ça, ouais. Et t'as une vision de où tu veux aller? Aujourd'hui, tu veux dire? Non, À au cette moment de la époque-là création, de dire, ok, tu parles de logement, tu parles de... J'avais des modèles d'agence. Moi, je sortais de chez Jacques Ferrier, super organisé, grosse boutique, machine de guerre en termes d'efficacité aussi pour survivre dans ce métier. Parce que tu peux aussi vite... si tu es trop charrette, justement, et tout ça, ben, tu survis pas. Enfin, ou si tu factures pas au bon moment, ou bref. Donc, donc j'avais ça plutôt comme modèle d'agence assez hyper organisée. Tu vois, bon, là, aujourd'hui, on est 27. Donc ça, c'est pas les 50 dont je te parlais tout à l'heure, mais voilà, c'est déjà une belle taille. Comment ça marche d'ailleurs, si on rentre un peu du côté business d'une agence d'architecture? C'est tout à fait insolite. Qui te paye et à quel moment? Enfin, c'est quoi les étapes un peu clés? Alors, tu as deux façons de pratiquer. C'est soit tu as des commandes directes, donc tu connais des gens par ton relationnel, ils te confient des projets, tout ça. Ou soit tu as la façon que nous, on a plutôt choisi, qui est celle des concours. Parce que ça nous permet d'être sur des projets où il y a un peu plus d'attente, il y a un peu plus d'ambition souvent. Et puis de toute façon, on n'a pas le relationnel peut-être de... Bref, on est très concours. Donc tu candidates. Donc, attends, on qui dépose le concours? Donc par exemple, je prends l'exemple de Nantes Habitat, par exemple. Un bailleur qui social. est un bailleur social. Nantes Habitat, on lui confie des terrains dans la ville. Il fait partie, c'est le bras armé de la ville, d'une certaine façon, pour le logement. On lui confie un terrain, et la règle du jeu pour lui, c'est de mettre en compétition 3 architectes, ou 5, voilà. Et donc pour ce faire, il va publier dans un magazine d'appel d'offres
qui s'appelle Le Moniteur, par exemple, ou, enfin maintenant c'est beaucoup sur Internet, quoi, évidemment, qui il publie, et donc toi, tu vois la candidature, tu te dis, ah bah oui, tiens, ça, moi je saurais faire, ça correspond, bref, on candidate, et peut-être on est sélectionné dans cette candidature, et ensuite, si on est sélectionné, on va faire un concours. Donc on va remettre des dessins, ou on fait le projet, quoi. L'esquisse, finalement, une sorte d'esquisse du projet. Et si tu es lauréat de ça, on te confie le projet, évidemment, pour la suite, pour les 3 ans à peu près, entre 3 et 4 ans, quoi. Ok. Et du coup, tu es payé à quel moment? Et donc, tu es payé à chaque phase. C'est comme tout projet, hein. Tu commences par quelque chose de très large et très esquisse, et puis ensuite, tu vas affiner, resserrer les dessins, et à la fin, tu fais carrément des détails de construction. Et donc, à chaque étape, tu es payé pour cet avancement des phases, en fait, comme ça. Et pendant le chantier aussi, parce que tu suis le chantier. Ouais, et puis tu amènes des entreprises avec toi, c'est-à-dire que tu as souvent... Alors non, tu organises un appel d'offres, entreprise, et tu conseilles au client, tu dois lui dire, ben voilà, je vous suggère de retenir telle boîte, parce qu'ils sont bien dans le prix, ils ont bien répondu à toutes les questions. Et tu peux gagner un concours en tant qu'architecte, mais pas avec les entreprises que tu as Ah proposées? non, pas du tout, c'est ultra séparé. Ah d'accord, ok. Mais c'est vrai aussi que, par exemple, là, on fait pas mal de concours, nous, en conception-réalisation. Donc là, on part avec une entreprise directe, entreprise générale. Ok, ça marche. Du type Vinci, Bouygues, Eiffage, enfin tu vois, les boîtes comme ça. D'accord, ça marche. Il y a un autre truc aussi qui m'intrigue moi dans l'architecture. J'ai toujours la sensation qu'on va chercher des architectes loin, étrangers, soit des pays nordiques, soit... alors qu'on a plein d'architectes en France. Il y a un peu de vrai là-dedans. Et alors, la France est très ouverte pour ça. C'est vrai que la réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire que tu vas pas construire en Angleterre, par exemple. Tu vois, ça marche pas, quoi. Ok. En France, on est très ouvert à d'autres architectes, effectivement. Il y a, je pense, une sorte de compétition entre les villes. Tout à l'heure, je te disais que ça pouvait être aussi un métier assez politique, c'est-à-dire que les villes elles-mêmes ont intérêt à briller, à montrer qu'elles font des choses un peu incroyables, et ça. Donc elles captent... évidemment, quand tu vas chercher un architecte japonais, par exemple, ça t'apporte aussi beaucoup de nouveautés, de faces, enfin, tu vois, voilà. Mais oui, nous, on s'en plaint parfois. Ouais, parce que... Parfois, on se dit, tiens, pourquoi ils vont chercher un tel alors que nous, on saurait très bien faire. Ouais. Bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Ouais, toi, tu l'acceptes. Et nous-mêmes, on va pas à l'export, mais on va beaucoup ailleurs. Nous, on travaille à Bordeaux, on va beaucoup à Rennes, à Angers, à Paris aussi, tu vois. Je parle de l'étranger, mais même en France, j'ai l'impression que... Oui, les villes aiment bien ça fait partie de la nouveauté. Tu sais, quand tu as un écosystème et que c'est un peu toujours les mêmes, tu es content aussi de le rafraîchir en ouvrant. Ça, je peux comprendre. Mais tout ça, je te le dis toujours dans le contexte des compétitions, des concours, là, ce dont je t'ai parlé, donc appel d'offres et concours, quoi. Mais c'est un business model qui est assez... Quand tu racontes ça à quelqu'un qui n'est pas du tout dans le métier, il se dit, mais ils sont fous. Ils font des candidatures, donc c'est des dossiers énormes à constituer, donc tu passes beaucoup de temps à les constituer. Après, peut-être tu vas être retenu pour le concours, peut-être. Peut-être pas, ouais. Et puis après, il faut le gagner, évidemment. Donc en fait, tu as avancé énormément de boulot et tu n'es pas tellement dédommagé pour tout ça. Ouais, et puis tu as aussi un sujet de recrutement, parce que si tu gagnes, peut-être qu'il faut prendre, surtout au début, dire je vais embaucher un ou deux. Exactement. Et si tu pommes tous les concours, tu as embauché des gens, bref, c'est... Comment tu l'as fait, toi? Enfin, non, on a toujours senti que ça... Ah là, on a senti que ça frétillait, qu'il fallait qu'on renforce l'équipe, qu'on change de bureau, voilà. Ok, l'intuition. Un feeling. Ok. Mais à l'inverse, on a aussi eu des périodes de creux, on s'est dit, oulala, qu'est-ce qu'on est en train de faire, comment ça va marcher tout ça, quoi. Et tu peux rattraper un peu quand tu sens qu'il y a un creux, est-ce que tu dis, ok, bon là, on va prendre les 10 prochains concours, on y va ou... Je te dis, quand tu as un creux, le gros risque, c'est que tu prennes des concours plus petits que ce que tu es habitué à faire, pour te dire, ok, tu es un peu moins regardant dans la sélection de ce que tu vas faire, et tu prends des trucs plus petits et qui, en fait, te prennent le même temps. Et après, évidemment, le jour où ça repart, tu as les petits bidules que tu avais choisis, qui t'embêtent un peu, quoi, et plus les nouveaux qui arrivent, ça devient compliqué. Ok. Ouais, donc en termes de... Il faut lisser le boulot, c'est très très dur. En termes de planning, je sais pas si c'est même un sujet de planning, mais de gestion un peu dans le temps, de savoir... Ok. Il y a des agences d'archi qui disparaissent un peu à cause de ça, des belles agences, et qui à un moment donné
disparaissent parce qu'elles ont eu un trou dans la raquette et... C'est pas impossible. Hein. Ouais. Je pense que les grosses boîtes en ce moment, là, avec la promotion qui est très à mal et tout ça, ils doivent un peu souffrir. Ceux qui étaient habitués à faire des très gros ensembles de bureaux, des choses comme ça, en ce moment, il y en a plus en fait. Donc, Ok. oui, tu peux être un peu trop gros, et effectivement, tu sais, après, pour réduire la voilure, c'est pas facile. Hein. Donc, Ouais, bien sûr. T'as des dossiers, toi, un peu, je sais pas, phares, ou en tout cas des choses, tu vois, un peu dire. On parlait tout à l'heure des très beaux bâtiments, des choses que tu as soit déjà faites ou dont tu es fier, ou en objectif de dire, j'en sais rien, tu vois, des trucs, l'Expo universelle, ou j'en sais rien, tu vois, des bâtiments un peu. T'as un peu ce sujet-là, est-ce que tout archi a un alors, peu bah oui, ce... tout archi aimerait bien faire des choses qu'il a jamais faites, c'est Ok. sûr. Par exemple, moi, je rêverais de faire une église, tu vois, Ah ouais, ok. ou des bâtiments symboliques, tu vois, des On bâtiments. fait encore des églises? Ça se fait encore, ouais. Ok. Des bâtiments très symboliques comme ça, ou un stade, tu vois, des choses comme ça. Mais bon, après, je n'ai pas du tout les références pour le faire, donc après, il n'y a aucune chance que j'en fasse. Tu vois. Voilà. C'est vrai? Oui, c'est très très Ah, mais sectorisé. c'est horrible ça, parce qu'il faut bien Eh démarrer. Je veux dire, Ouais, faut- c'est ça, ouais. Alors après, bon, parfois en t'associant avec d'autres, on se dit, bah tiens, nous on n'a pas la référence, on n'a pas la référence de ça officielle, associons-nous avec un autre, et puis comme ça on va pouvoir, qui lui a les références, et comme ça on va peut-être pouvoir changer un peu de secteur, tu vois. Avec un autre architecte? Archi, ouais, bien sûr, ouais. Ok, Ah ouais, tu peux- on bosse souvent en équipe, ouais. ok. Et de plus en plus, je trouve que ça se fait de plus en plus en fait. Et c'est bien? Ah ouais, c'est hyper riche, ouais. Mais vous marchez pas sur les pieds, il y a pas un... Non, alors évidemment, tu organises des mariages avec des gens avec qui tu sens que tu es compatible, quoi. Sinon, ouais, quand même, ouais. Mais qui fait quoi? Enfin, c'est-à-dire que vous avez des spécificités qui font que... Ouais, alors Ça souvent ensemble. à la fin, on va séparer le site en plusieurs bâtiments et chacun prendra le sien, tu vois. Ok, Mais les règles du jeu, on les met au point de façon commune pendant la période de l'esquisse, là, quand c'est encore très malléable, quoi. ok, d'accord. Ouais. Non, c'est hyper intéressant, ça. Ok, donc là, tu vas pouvoir récupérer effectivement des références de l'autre pour te dire... Ouais, ça on y peut. va. Et alors, pourquoi une église? C'est Ah, marrant. Ta première rêve que tu as dit de... Moi, ouais, j'adorerais faire une mais église. parce que tu vois toute la symbolique d'un lieu comme ça, quoi. Le culte, Je- ouais. ouais, dans l'imaginaire des architectes, tu vois, c'est toujours. Il y a sûrement les cathédrales, tu vois, ou les églises gothiques et tout, qui restent encore parmi les bâtiments les plus spectaculaires, en fait. Mmh. On n'a pas beaucoup fait de bâtiments aussi spectaculaires par la suite, finalement. Tu Ouais, vois. c'est vrai. Ou alors les monastères, tu vois, tout le monde connaît le Toronnet. Enfin, les archis non, je aiment connais bien pas le Toronnet, moi. et, C'est quoi ça, le le Toronnet? Toronnet? Tu connais pas le monastère du Toronnet? Ah C'est non, un monastère cistercien qui est en Provence. d'accord. Tu as quelques monastères de cisterciens, donc de l'époque du 12e, je pense. Mhm. Ouais, c'est ça, 12e, ouais. Où il y a une réforme de l'église à cette époque-là, où on a dit tous les décors un peu. Donc c'était à l'époque romane, où les formes sont encore assez simples, tout ça. Et on a dit, enfin, la règle de Cîteaux, je crois, c'était de dire on supprime tous les décors un peu superflus, tous les petits angelots dans tous les sens, les chapiteaux, les personnages. On simplifie parce que. Il faut que les gens prient, donc il faut que ce soit plus épuré, quoi. Et donc ils ont créé des bâtiments où ce qui a pris le dessus, c'est la géométrie. Donc tu as des voûtes absolument parfaites, des motifs géométriques super parfaits, quoi, et le Toronnet, c'est le meilleur exemple de ça, en fait. D'accord. Voilà, c'est un lieu où il y a des gens qui viennent du monde entier pour le voir, si tu veux. Bah, tu vois, je suis inculte. Voilà. C'est pas... D'accord, donc toi, tu Ça, c'est aimerais- la version moyenâgeuse, et puis tu as les versions aussi plus récentes qui ont été faites par Le Corbusier, tu vois, voilà. Donc voilà, il y a une espèce de fil quand même, Le Corbusier que tout le monde connaît, tu vois, a fait des lieux comme ça aussi. La Sagrada Familia, on pense forcément à Voilà, Barcelone, ouais, par exemple, ouais, c'est ça. Bon, ok, d'accord. Non, je te dis une église, mais après, ouais, oui, bien sûr. Ouais. J'ai envie de dire, c'est marrant parce que tu m'as cité ensuite les stades. Les stades, c'est un peu les nouvelles églises, entre Ouais, guillemets. complètement, ouais. Des lieux de rassemblement comme ça. Ouais. Ok. Et ça se fait par étapes, entre guillemets. C'est que plus tu grandis, plus tu as des références. Oui, c'est ça. tu Plus on deviens- peut te faire confiance, voilà, plus tu sembles légitime à faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Ok, bon, tu as montré que tu savais faire sur d'autres sujets, ouais. Ok, ça marche. Comment ça se passe en termes de... On revient juste un peu sur l'historique. Vous êtes deux au départ, vous gagnez donc ce premier projet. Ouais, c'est ça, ouais. Tu montes vite à quelques salariés ou vous restez deux Deux, comment trois, ouais. Deux, trois pendant... Ouais, c'est ça. C'est fait de façon très progressive. Tous les stagiaires qui sont venus, après, sont restés chez nous, en fait, Ok. quasiment. Ça, c'est une bonne façon d'amorcer la chose Ouais. des stagiaires. Effectivement, tu prends des stagiaires. Puis Carrément. si jamais tu vois que ça se développe, tu les gardes. Alors, et- pas tous, évidemment, mais en tout cas, tous nos salariés, à une époque, avaient tous déjà fait un stage, en fait. Ok, d'accord. Ouais. Ok. C'était aussi une façon
une culture commune. Enfin, voilà. Donc tu as eu une croissance constante. Tu n'as pas eu un pic à un moment donné d'un projet qui Non, te dit, je pense il que faut- ça. Alors, on a gagné 2 beaux projets coup sur coup, en fait. Ok, lesquels? Une tour de logement étudiant qui est à Rennes. D'accord. Euh, Contre toute attente, on gagne ce truc-là, super intéressant. Un parking silo, donc tu vois, c'est un parking en étage avec des maisons sur le toit du parking. D'accord. Donc ça, c'est assez inhabituel. Ok. Donc déjà qu'on avait vu l'appel à candidature, là on voit parking silo, maison sur le toit et tour étudiante, on se dit waouh, trop bien. On a envie de participer à ça, on candidate, on est retenu, on fait le concours et je crois que ceux qui ont voté pour notre projet ont dû penser qu'on était peut-être une équipe parisienne, ou je sais pas. Il y a peut-être une, tu vois. Et bref, on l'a gagné, donc ça c'était super bien. Ouais. C'est marrant ça. Ouais. Donc tu as un peu ce truc des Parisiens un peu Oui, parce au-dessus. que voilà, je pense qu'on était les plus fragiles pour faire ça, si tu veux. Enfin, mais on a prouvé qu'on savait faire et voilà. Et ça, c'était un projet assez marquant pour nous parce que tout à coup, il y avait un changement d'échelle. Là, c'est un bâtiment qui fait 50 mètres de haut, donc tu peux pas le louper, quoi. C'est Ok. dans le quartier de Villejean à Rennes. Je connais très peu Rennes. Mais... Donc l'innovation aussi, elle vient aussi de l'acteur public. C'est un acteur public là qui passait quoi? Ouais, c'était un bailleur social. Ouais. Donc là, c'est le bailleur social Il qui y a un dit... urbaniste de la ville, il y a la ville qui est très présente, et voilà. Parce qu'on imagine souvent l'architecte qui dessine de son côté, qui propose des choses, mais en fait, il y a aussi Non, tu en fait... as un programme très très clair, hein. Et puis tu as des règles du jeu. On Ouais. te donne un site et on te dit, voilà, quand je te dis une tour de 50 mètres, c'est parce que la question était posée comme ça. Mmh. Vous Et devez faire une tour de 50 mètres. Voilà. avec le parking Exactement. en Ouais, silo. ouais, Et, ça, c'est le programme. On te donne un programme, on te donne un budget pour aller en face, et donc tu dois orchestrer un projet qui correspond à ce budget-là, quoi. et donc, il y a aussi des architectes dans les collectivités qui travaillent pour Ouais, ça. tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des gens qui quittaient la maîtrise d'œuvre pur jus pour Mmh. aller côté ville. Ouais, tout à fait. Ouais. Heureusement, et c'est vachement bien. Et en fait, elles peuvent s'éclater aussi parce qu'elles peuvent aussi... Exactement, participer à élaborer des programmes, à suivre les chantiers avec nous. Ouais, non, ça fait des meilleurs échanges, bien sûr. Ouais. Ok, hyper intéressant. Donc ça, c'était le premier projet à Rennes. Ouais, et le premier projet à Rennes, on s'est dit, si on le gagne, on en a gagné un autre à Nantes avec Nantes Habitat au même moment. On se dit, si on gagne cela, tout à coup, ça fait une sorte de locomotive un peu économique pour nous. Mmh. On passe sur le logiciel Revit, qui est un logiciel de BIM. Et ça, c'était un peu la révolution. Le BIM, si tu veux, tu connais SketchUp un peu, tu as déjà vu? C'est le logiciel un peu Oui. de 3D. Bon, et ben, en gros, c'est un logiciel où tu croises le dessin et une base de données. Donc c'est ultra puissant en termes de dessin, de puissance de dessin et de puissance de quantité. Enfin, tu as les quantités de tout, tu coupes où tu veux. Enfin, ça devient quelque chose de très intéressant. Donc on s'était dit, si on gagne ces concours-là, hop, on crante en termes de Parce que c'est un logiciel qui coûte très cher. Ouais, qui coûte très cher. Ah ouais, d'accord. Il est même un peu prohibitif, hein, pour tout te dire. Ah ouais, ok. Ouais, donc ouais, tu dois gagner un projet pour pouvoir... C'est ça. En se disant, bah tiens, si par la suite, du coup, on sera manipulé. C'est l'occasion, en fait. On s'est toujours dit qu'à chaque étape où on gagnait un truc comme ça, on réinvestissait pour s'améliorer. Voilà. Et être meilleur. C'est ça. Parce que ce logiciel te permet d'aller soit plus vite, soit de faire des meilleures choses. Plus vite et surtout de rien oublier. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, parallèlement à ça, dans notre agence, on a pris une équipe de gens qui suivent les travaux. Mhm. Et donc, il est hors de question de leur laisser toutes les conneries qu'on aurait mal étudiées en dessin. Et donc, c'est aussi pour avoir une qualité continue jusqu'au chantier. Ok. Parce que en fait, nous, on fait quasiment que des prototypes, en fait. Hein. Mhm. Un bâtiment, c'est un prototype. Donc, à chaque fois, tu es quand même obligé de vérifier que tu n'as pas oublié des morceaux, tout ça, quoi. Enfin, quand je dis un morceau, évidemment, enfin, pas un morceau, pas un poteau, tu vois, mais Ouais. une sous-face ou je sais pas quoi, enfin, un truc qui ne se voit pas comme ça, sous un escalier, tu vois, enfin, j'en sais rien. Enfin, il y a parfois des choses que tu vois pas. Alors, avec un logiciel de 3D, tu vas pouvoir absolument voir l'intégralité, couper où tu veux, comme ce qu'on utilisait avant. Je sais pas, tu as entendu parler de Katia peut-être, ou ce genre de logiciel qui était Ça me parle de pour nom, l'avionique, tu vois. Mhm. Dans l'aviation, ils ont beaucoup utilisé ça, tu vois, t'as tout le squelette de l'avion, tous les fils électriques, tout ça. Ben, voilà, nous, ça s'est transposé au bâtiment, ça. D'accord. Tu dois avoir un œil à chaque fois que tu rentres dans un bâtiment de dire ah ça ils auraient pas dû faire ça comme ça. Oui.
Oui. Qui est l'architecte? Qui a fait ça? Ouais. Mais je suis capable de... Enfin, évidemment, je m'émerveille aussi beaucoup de ce que font mes confrères. Hein. Ouais. Carrément, ouais. Et quand tu rentres dans les bâtiments que vous avez conçus... Parfois, je me dis, zut, là, on s'est fait avoir, on n'aurait pas dû faire ça comme ça. Ouais. Oui, on a toujours envie de faire mieux. Puis c'est dur, quoi. Enfin, je veux dire, de s'imaginer avant que ça soit conçu, construit. Sur un bâtiment... En fait, dans notre rôle, à nous, il est d'imaginer l'œuvre construite finale. Tu vois, c'est-à-dire, on est les seuls, finalement, dans l'équipe qui avons la vision finale de ce qu'on va faire, en fait. Donc, effectivement, parfois, tu te rends compte que tu aurais peut-être dû faire ça comme ça et c'est passé trop vite. Tu le gardes pour toi? C'est long, en fait. C'est ça le problème aussi, c'est que autant j'imagine une œuvre artistique, tu peux intervenir dessus, sur un tableau, tu remets de la peinture, je sais pas quoi, tu peux l'améliorer, quoi. Un bâtiment, une fois que tous les marchés sont signés et tout, tu reviens pas dessus. Tu vas pas pendant le chantier tout changer, c'est pas possible. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et parfois, des idées te viennent, et tu te dis, mais zut, on aurait dû le faire comme ça. Ça marche. Là, vous avez fini il n'y a pas très longtemps un bâtiment B09 là, à Bordeaux. À Bordeaux, ouais. Tu peux en parler un peu Oui, alors tu vois, on parlait de BIM, là, c'est-à-dire la façon de concevoir avec ce logiciel en 3D. Là. Typiquement, c'est un bâtiment qu'on n'aurait pas pu faire autrement. C'est-à-dire qu'il a des formes tellement curieuses qu'on n'aurait pas pu le concevoir. C'est un bâtiment qu'on a fait pour un bailleur social aussi, qui s'appelle Domo France. C'est le bailleur de Bordeaux, quoi. D'accord. Dans un quartier dans un quartier de rue assez étroite, en fait. Donc c'est un peu comme une copie du Bordeaux historique, mais sur l'autre rive, en fait. Donc rue très étroite, notamment pour des questions d'ensoleillement, pour rester, parce qu'il fait très chaud à Bordeaux. Et c'était fait par un urbaniste hollandais qui a choisi en gros, il a pris toutes les parcelles qui restaient, il a monté des formes, et il les a façonnées par rapport à la course du soleil. Oh waouh, d'accord. Donc c'est une conception héliotropique. Donc voilà, tout est façonné par des angulations de la pente du soleil, tout ça. Et en résultait des formes. Et nous, on devait remplir une forme. Hyper bizarre. Mais dont la source, en fait, était le côté sculpté donc par rapport à son bâtiment voisin et ainsi de suite. Donc c'était un pari un peu curieux. Hein. C'est la première fois que je vois ça. Hein. Et nous, on nous a donné une forme. Donc il fallait habiter une forme. Et donc, pour habiter une forme un peu curieuse, il fallait des logiciels assez puissants pour le faire. Ok. Ouais, parce que généralement, tu as une contrainte de surface, on va dire. Le bâtiment, c'est de tel point à tel point. Ouais. Là, tu rajoutes la troisième dimension de hauteur. Quoi. Souvent, on te dit, tiens, tu as une parcelle, tu dois t'implanter un peu comme ci, comme ça, et tu es quand même un peu libre. Or là, il fallait tenir dans une enveloppe absolument définie, avec rien qui dépasse. Et alors, pour les gens qui nous écoutent, allez voir sur Internet, parce qu'effectivement, la forme est pas commune. Non, la forme, je peux même pas la décrire, en fait. Il y a des formes, je pourrais te dire, c'est trapézoïdal, c'est... je sais pas, il y a des termes, tu vois, géométriques pour décrire des formes. Là, c'est comme un grand parallélépipède dont on aurait sculpté la toiture absolument d'un côté, quoi. C'est très curieux. Et du coup, il y a beaucoup de toitures. Et la règle du jeu, c'était de faire des murs et une toiture continue en termes de couleur ou de matérialité. Ok. Pour quelle raison? L'urbaniste néerlandais qui s'appelle MBRDV avait décrété que c'était la règle du jeu. Ok. Voilà. Bon, c'est pas toujours la meilleure idée de faire ça, hein, mais donc nous on a un peu torturé ces règles du jeu et on a mis des briques et de la tuile. Donc c'est-à-dire on est reparti dans des façons de faire. Cette immense toiture, on l'a faite comme on aurait fait une grange en Bourgogne, tu vois, avec des petites tuiles plates. Et c'est très chouette comme résultat. Et très sensible en fait. C'est une forme très bizarre, mais on l'a faite avec des matériaux très sensible à l'échelle d'une main, tu vois, la brique, la petite tuile. Ok. Ouais, on est très content de ce bâtiment. Juste que je comprenne bien, donc l'urbaniste en question, il réfléchit à la course du soleil, mais plutôt du coup pour les gens qui sont dans les rues. Oui. Avant de penser aux gens qui sont dans l'immeuble. Ouais. Oui, parce que ça se gère par l'immeuble. Si tu veux mettre des volets ou je sais pas, tu vois, ça peut se gérer à l'immeuble. Alors que là, c'était plutôt un ensemble de bien-être, de déambulation dans les rues, voilà. Et ceux qui vont habiter dans les derniers étages? Il y a pas mal de soleil.
Et ils vont avoir des formes alors, aussi ce étranges, truc un peu bizarre, finalement, au début, tout le monde. Bon, nous, on a gagné ce concours, on s'est dit, oulala, il n'y a pas beaucoup d'exemples autour de nous, donc on est un peu les premiers à faire. Et maintenant qu'il y a d'autres immeubles qui se sont construits, finalement, c'est assez intéressant, en fait, comme rapport d'échelle. Ouais. Ok. Bon, les Bordelais ou ceux qui Je sais font un pas, week-end à ouais. Bordeaux, allez voir. Sûrement, allez voir ce que certains c'est. doivent trouver ça tellement bizarre que c'est dommage, mais voilà. Bon. C'est comme toujours. Mm. Il y a ceux qui aiment pas. Mais je pense qu'on a fait le plus beau bâtiment du quartier, je pense. C'est vrai. Toi, On est très fiers de celui-là. Ok. Ouais, ouais. Canon. Ouais. Projet assez long, je crois. Ouais, projet assez long, ouais. Covid en plein milieu, tu vois, donc le Covid, ça met toujours la pagaille. Ouais. Et là-dessus, il y a combien de personnes de ton équipe qui bossent dessus, enfin qui ont Je bossé pense dessus en conception, il y en avait au moins 2. Moi, j'ai fait beaucoup de réunions aussi. Et puis en chantier, ils étaient 2. Ah, donc pas tant que ça. Non, non. Ah ben non. Et vous êtes 27 ? Oui. Donc il faut multiplier les projets. Non, mais du coup, vous avez beaucoup de projets en parallèle. Ah oui, oui. Ah, oui. Ok, alors moi, je m'imaginais qu'en fait, quand tu as une boîte de 27, t'en as 10, 10, 10. Ah non, et pas t'as du 3 tout. projets. Non, t'as on a beaucoup de 30 choses. projets en parallèle. Ouais, bien sûr. Ah ouais, d'accord, ok. C'est quoi les autres projets ? Mais qui sont tous à des stades différents. C'est-à-dire qu'il y en a qui passent en chantier, d'autres sont encore en conception, et ainsi de suite. Quoi, tu vois. Ok, d'accord. Non, bien sûr. Là, on a, par exemple, à Bordeaux, on en fait un autre, qu'on va faire avec des écailles de châtaignier. Là, Avec, pardon, des écailles de châtaignier. C'est-à-dire que c'est dans le même quartier, on va faire un autre bâtiment, là, qui doit être extrêmement vertueux du point de vue de son bilan carbone, en fait. Et donc là, on a fait un bâtiment, on a fait comme si on avait fait un grand squelette en béton qui porte, et toutes les parois, tous les murs, la toiture, tout ça, sont avec des murs en bois. Ok. Et le revêtement, donc ce qu'on appelle le bardage dans le Extérieur. Voilà, ce sera des écailles de châtaignier. Et le châtaignier, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un matériau qui est local, parce que dans la région Nouvelle-Aquitaine, tu as la Corrèze qui est pas loin, qui fait partie de la région, et il y a une tradition de tuiles en châtaignier, en fait. De tuiles que tu retrouves d'ailleurs sur l'église. C'est assez monument historique, hein, tu vois pas mal sur les églises anciennes, des toitures faites comme ça. Et on appelle ça un tavaillon, c'est-à-dire que tu prends du bois, tu prends du châtaignier, tu le fends dans le sens du fil du bois, et ça fait comme des écailles, comme des tuiles. Ah d'accord, ok. Moi je m'imaginais les troncs, tu voyais toi, mais non, non, c'est vraiment là. Justement, je vois les épines du fruit ou j'en sais rien. Non, pas du tout. Non, le châtaignier, non, je t'ai parlé des châtaignes, je t'ai dit du châtaignier. Ouais, d'accord, ok, d'accord. C'est un bois qui est assez imputrescible, le châtaignier. T'as des bois qui sont plus ou moins solides. Le châtaignier, ça fait partie des bois qui sont très résistants, qui ne sont pas bouffés par les insectes, tout ça. Ok. Et donc là, ce qui est super intéressant, c'est que on va développer quelque chose de très local, avec un savoir-faire assez artisanal mais assez ancien, sur un quartier hyper moderne avec ses formes ultra bizarres dont je te parlais. Et là, c'est toi qui proposes ça ? Ouais, on a proposé ça et ça a été accepté par notre client, par l'urbaniste. La ville est très. Ils ont trouvé ça intéressant comme idée, donc on la pousse là et voilà. C'est un peu des sujets un peu dans toutes les entreprises, il y a un peu ce sujet de différenciation. C'est comment tu te différencies. Les architectes, ils se différencient par les idées en fait qui vont pousser. Comment toi et tes équipes, comment tu as les idées, comment là tu arrives avec du châtaignier et des choses comme ça, de dire on fait ça, comment tu t'inspires de ça on travaille toujours beaucoup sous la forme de scénarios. On essaye différentes hypothèses et ensuite les choix ils sont toujours consensuels avec le client, on essaie d'emmener les gens avec nous dans une histoire. Non, on raconte beaucoup d'histoires en fait. Dans notre métier, comme je te disais, on est les seuls à avoir la vision un peu finale. Donc on raconte beaucoup d'histoires pour que les gens aussi portent le projet avec nous, tu vois, pour que, je te disais, ça dure 4 ans, donc faut quand même avoir de l'énergie pour que tout le monde ait envie de suivre le truc jusqu'à la fin, quoi. Et donc l'histoire du châtaignier, là, on s'est dit que c'était un des grands enjeux en ce moment, c'est le carbone dans les bâtiments. C'est très consommateur de carbone, un bâtiment. Donc là, de faire des choses avec des matériaux qui sont renouvelables, tout de suite, ça allège énormément le... Donc on a proposé ça comme une hypothèse très actuelle. Et aussi, si tu t'intéresses aux matériaux pas carbonés, finalement, en fait, tu t'intéresses aux bâtiments anciens. C'est-à-dire, évidemment, avant, autrefois, tout était fait avec des pierres, c'est pas carboné, des poutres en bois, de la terre cuite un petit peu, et voilà. Donc en fait, on retrouve ces mêmes logiques, en fait. Donc ça, c'est hyper passionnant. Là, moi, je trouve qu'on est dans une époque ultra passionnante, parce qu'on est obligé de s'intéresser à nouveau à toutes ces choses-là. Sauf qu'il faut qu'on les protège beaucoup de la pluie. C'est logique. C'est des matériaux qui sont fragiles, parce il peut y avoir des champignons.
Donc là, on s'intéresse on redécouvre ça, en fait. Je trouve ça génial. Ouais. Parce qu'en fait, et puis on a deux sujets, puis on va pouvoir parler un peu d'écologie, du coup, qui est aussi un sujet intéressant. Il y a un sujet de carbone, et puis aussi un sujet d'adaptation au changement climatique, d'anticiper le futur. Il va faire plus chaud, il y aura plus de pluie, ou des pluies plus intenses, plus fréquentes. Complètement. Ça, c'est des choses qui influencent énormément notre dessin en ce moment. Ouais, d'accord. Ouais, complètement. On fait que des espaces extérieurs qui sont très encaissés pour que ça marque de l'ombre. On fait des chéneaux. Le chéneau, c'est la gouttière, en fait. On fait des chéneaux qui font 4 fois la taille des chéneaux qu'on faisait avant. Tu vois, on est très... Pour anticiper ça. Et vous basez sur quoi là-dessus, sur des données on discute climatiques avec les entreprises sur le chantier et on leur demande de faire plus grand, c'est tout, par exemple. Mais combien plus grand? Sinon, on étudie ici. Non, mais tous les bâtiments aujourd'hui sont modélisés avec ce qu'on appelle le facteur lumineux, le FLJ. On fait des simulations thermiques dynamiques. Donc, on voit les zones de surchauffe. Et donc, qu'est-ce qu'il faut corriger avec des volets ou des avancées, ou des choses comme ça. Non, c'est très technique, en fait. Ouais. Et tu me demandais tout à l'heure, qu'est-ce qui nous différencie? Enfin, qu'est-ce qu'on essaie, en fait, qu'est-ce qu'on raconte de nous, en fait, quoi. Donc, nous, on essaie de faire des habitats, des logements qui sont très bien faits, en fait. C'est-à-dire très fonctionnels, très traversants. Ça rejoint la question du réchauffement. Hein. C'est-à-dire que si tu peux ventiler ton appart, c'est quand même pas la même chose, quoi. Donc ça devient nos marques de fabrique. On est toujours en logement traversant ou doublement orienté pour ces questions de ventilation, tout ça. Et puis après, on essaie d'amener cette sensibilité de matière. En fait, c'est évident que... Enfin, nous, on se dit, plus la matière est belle, naturelle, et plus tu as envie de la respecter, moins tu as envie de la dégrader, tout ça. Enfin, tu te sens bien, en fait, dans une matière. Et même, ces façades en bois qu'on va faire, quand tu vas marcher le long, après une pluie, tu vas sentir le bois. Tu vois, enfin, ça va donner aussi une ambiance... donc ça, c'est vraiment intéressant. Et comment tu sais, là, dans l'exemple du châtaignier, qu'est-ce qui t'amène? C'est presque de la culture de dire, ok, effectivement, il y avait ça, et donc... Oui, c'est ça, c'est des recherches, ouais. Ok. Ça, c'est la dimension recherche. Et puis on bosse avec un architecte bordelais aussi, qui a vachement amené d'eau à ce moulin, quoi, justement, en réflexion. Et comment tu sais que ça fonctionne d'un point de vue technique? Parce que tu vas au Mont-Saint-Michel, t'as les toitures comme ça. Ok, tu le sais, ouais, d'accord. Ouais. Donc ça, quand tu disais culture, oui, c'est culture aussi architecturale. Ouais, ça s'invente pas, quoi. Non, c'est un cumul de choses, de lectures, et ainsi de suite. Tout à fait, ouais. C'est des règles qui sont là, pour le coup, qui datent du Moyen-Âge. Hein. Des maisons avec on appelle ça des tavaillons. Tu en vois. Et les entreprises qui savent faire, elles existent encore? Justement, ça va être le défi de les réunir. Et qu'elles vont tailler pas mal de bois là, pour ce projet-là. Ouais. Incroyable. Ok, non, c'est hyper mais encore une fois, c'est pas un bois du coup, qui vient d'Autriche ou je sais pas où. Tu vois, c'est essence locale. Ouais, d'accord. Et ça, c'est hyper intéressant à notre sens. Ouais. Ça marche. Ce travail local, là, il est hyper important. J'imagine qu'il est bien entendu de plus en plus par vos clients. Enfin, je pense qu'il y a aussi un sujet là-dessus. Bien sûr. En fait, ils acceptent ça. Mais j'ai envie de dire, est-ce que naturellement, toutes les agences d'archives vont aussi un peu dans ce sens-là? Ouais, bien sûr. Je vois pas comment tu peux pas ne pas t'inscrire dans ce mouvement général et puis qui est l'attente des villes. Heureusement, il y a la puissance publique qui porte ça et qui met des règles du jeu, quoi. Alors parfois, il y a tellement de règles du jeu que ça devient quasiment infaisable. Mais c'est bien qu'il y ait une sorte de règle du jeu qui force en fait à aller de l'avant, quoi. À Bordeaux, ils sont très moteurs, c'est sûr. Hein. C'est pas un secret, quoi. Ouais, c'est un peu l'innovation un peu sous contrainte, quoi, de dire ok, on vous met ça comme contrainte et. Carrément. Ouais, ok. Ça arrive parfois qu'il y ait des concours où personne ne répond parce que justement ça va trop loin et tout le monde dit voilà. Oui. Oui, c'est vrai, ouais. Oui, enfin ça arrive que tu gagnes un concours puis le bâtiment il sort pas parce qu'en fait il y a eu tellement de contraintes quand tu veux faire plaisir à tout le monde et en fait. Ah ouais, d'accord. En fait, économiquement, il sort pas, quoi. Voilà. Ok. Et surtout en ce moment, là, il y a pas mal de projets qui sont un peu bloqués à cause de ça. Okay. C'est-à-dire, les règles sont tellement fortes dans tous les sens. Quand je dis les règles, les défis environnementaux sont poussés un peu que, en fait, les projets sont beaucoup trop chers, en fait. D'accord. Et là, avec un phénomène un peu ciseau comme en ce moment de crise immobilière, il y en a qui sortent pas, ouais.
Ça me fait penser à un sujet de... il y a effectivement cette crise dans la promotion immobilière. En même temps, le sujet, on va dire, climatique, globalement, les experts disent, bah, en fait, il faut rénover plutôt que construire des nouveaux bâtiments, alors, avec des spécificités dans certaines villes où il faut construire parce qu'il y a de l'afflux, mais vous faites aussi de la rénovation. Oui. Et comment tu traites la rénovation en tant qu'architecte? Là, tu peux pas tout faire. Enfin, Non, alors t'as là, déjà un bâtiment. Et... ouais. Alors, c'est super intéressant parce que tu travailles sur ce qui est déjà là. Et souvent, nous, on se trouve dans la situation où il y a des gens qui habitent dedans. Ok, donc comment Donc, rénover comment sans embêter les gens? exactement, comment tu embellis tout ça alors, la question posée numéro un, c'est l'enveloppe thermique. C'est-à-dire comment vous allez améliorer la thermique de ces bâtiments. Mhm. Donc, c'est souvent un manteau par l'extérieur, finalement, quoi. Mhm. Et sur un manteau, qu'est-ce que tu mets à la fin, quoi? Est-ce que tu mets de la peinture, de l'enduit? Enfin, il n'y a pas beaucoup de solutions. Je veux dire, Mhm. c'est fragile comme couche finale, quoi. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de sortir tous ces bâtiments très sociaux. Souvent, c'est des bâtiments très abîmés. Forcément, ceux qu'on rénove, c'est les plus abîmés, quoi. Ils ont souvent des caractères assez sociaux, c'est-à-dire que ça se voit que c'est social, quoi. Mhm. Et nous, on fait tout pour les sortir de ça. C'est-à-dire en leur donnant les codes des bâtiments de centre-ville. Voilà. C'est notre démarche là pour ces bâtiments-là. Et c'est pas un peu frustrant en tant qu'architecte d'avoir, je sais pas comment dire, enfin, faire du bardage et de l'isolation, t'as pas ta patte, quoi. Enfin, Si tu un fais peu que moins. du bardage et de l'isolation, c'est un peu frustrant. Si tu apportes des balcons et des nouveaux usages aux gens, Mhm. eh ben, tu leur améliores leur cadre de vie. Non, enfin, il y a quand même une dimension vachement humaniste hein, dans ce métier. Tu Ok. as conscience de ce que tu vas améliorer. Tu vas améliorer la vie des gens, quoi, tu vois. Tu leur refais tout leur hall qui était vraiment pourri. Enfin, non, ça fait partie du... C'est pas pareil. Je préfère faire des bâtiments neufs parce que la conception est beaucoup, beaucoup plus compliquée. C'est comme... tu es ingénieur, j'imagine que tu préfères les choses les plus tordues possibles, comme des casse-têtes, et voilà, et tu es fier de l'avoir résolu. Bon, ben, là, c'est un peu pareil. C'est vrai que c'est quand même plus simple, mais les questions posées dans la ville, en tout cas, c'est les mêmes. Quelle présence dans la ville? Pourquoi tel choix? Voilà, c'est... Ça marche. On va parler d'un projet de rénovation un peu frustrant, mais j'ai envie d'en parler parce que c'est un projet important. Puis vous en avez parlé vous-même, la Tour Bretagne, la rénovation de la Tour Bretagne. Vous avez fini second, je crois, si je dis pas de bêtises. Ou vous n'avez pas gagné en tout Non, cas. enfin, on n'a pas gagné, donc on est second avec d'autres, quoi. Enfin, Vous aviez fait ou dernier, on ne sait pas très bien, en fait. Ok. C'est pas très grave. En fait, quand dans un concours, il y a toujours que le premier, puis c'est comme ça. Et puis la frustration de Ouais. de pas gagner qui est plus forte que la joie de gagner, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, moi, je vois dans mon business, quand on perd un dossier, on est plus frustré que quand tu le gagnes. Bon, bon, c'est bien, mais vous avez quand même publié des éléments sur ce que vous aviez proposé et c'était très chouette, très beau. Si les gens veulent aller regarder sur Internet, vous avez publié des choses là. Comment tu te remets des frustrations un peu en tant qu'entrepreneur dire, putain, enfin, j'imagine que vous avez bossé quand même quelques T'encaisses le coup, semaines. mais en fait, t'apprends à l'encaisser et en fait, tu repars au combat tout de suite. Ok. Parce que heureusement, il y a aussi d'autres concours qui arrivent et donc il y a le côté nouveauté qui est permanent, quoi. Après, oui, tu t'encaisses le coup quand même. Ouais, Tu le te prends jour où... tu te prends un petit coup dans les jambes quand même. Quand tu apprends que t'as perdu, tu as passé beaucoup de temps, tu t'es beaucoup investi, tu as tellement dessiné que ben, tu t'es raconté toute une petite histoire où tu connais par cœur ton projet en fait. Tu étais prêt à le construire en fait, donc ouais, tu t'y as beaucoup attaché. Là, c'était plus que de la rénovation, parce que c'était carrément de la transformation. Hein. C'était des bureaux, il fallait les passer en logement. Donc c'était... dans le genre casse-tête, c'était assez compliqué, parce que tu transformes un bâtiment pour un autre usage que ce qu'il avait au début. On a fait des images, effectivement, oui, tu les as vues, on s'est pris d'amour pour la Tour Bretagne qu'on a sous nos yeux toute la journée. Nous, en plus, on bosse rue de Budapest, c'est-à-dire à côté, ouais, vous à 100 mètres de la tour, donc on la voit tous les jours. Et donc on s'est un peu fait rêver sur ce qu'on aurait aimé qu'elle devienne. Mais sûrement, évidemment, on a un peu tiré le budget de beaucoup trop haut, quoi. Ok, ouais, c'est sûr. Ok. Ouais, c'est sûr. Les équipes, quand c'est comme ça, parce que forcément, j'imagine que toi et puis les équipes qui ont bossé dessus, effectivement, elles doivent se prendre au jeu. Il faut réussir à les remotiver. Ouais, grosse frustration, ouais. En fait, c'est eux les plus en colère toujours. Ouais. Il faut accepter il faut vraiment accepter cette frustration et je te dis
remettre l'énergie sur le suivant, quoi. Ok, ça marche. Les prochains défis, c'est quoi justement? T'as des trucs. Alors là, on a pas mal de concours en cours, là, des bâtiments qui sont très vertueux, qui sont thermiquement très très vertueux. Là, on parle de la réglementation thermique RE 2028, qui est. Ah, ça y est, il y a un nouveau. Alors c'est toujours la même, mais Moi, sauf qu'il y a le seuil 2028, donc là, avec des indices carbone qui sont quasiment, ils sont ultra faibles. Mhm. Donc ça, c'est un gros, ça c'est des beaux défis en Normandie. D'accord. Voilà, à Bordeaux, pareil, on a un concours aussi toujours très intéressant, zone inondable, tu vois, où il faut gérer tout le rapport au rez-de-chaussée, tout ça. Zone inondable. On a le droit de construire en zone inondable? Non, en fait, toutes les villes très plates, comme ça, près d'un fleuve, Ah oui. ont toutes des caractéristiques de... Tu peux pas habiter les rez-de-chaussée, par exemple. Voilà. D'accord. Ouais, donc là, Donc ça t'oblige à penser différemment, quoi. Voilà. Oui, la zone inondable, oui, théoriquement inondable. Après, heureusement, ça se produit jamais, hein, mais on commence à... Oui, beaucoup de villes résonnent sur ces... ouais, elles ont ces scénarios en tête. C'est ça, un scénario en tête. Là, on est sur un concours à Rennes, hyper intéressant. Une école en Normandie. Enfin, on a pas mal de... C'est assez varié, là. On a eu un petit coup de mou, tu vois, la crise immobilière a donné un gros coup de mou. Là, c'est reparti. Ok. Pourquoi? Je ne pourrais pas te dire. Là, on voit que toutes les bourses s'effondrent. Est-ce que ça aura un impact? Peut-être. Ouais, c'est difficile. Les élections municipales aussi approchent. Mais ça, c'est Ça a un toujours enjeu. un effet pour nous aussi, un peu coup de boost, et peut-être aussi des choses qui vont s'arrêter. Mhm. Voilà, on commence à s'habituer à tous ces cycles-là qui sont un peu longs, un peu entremêlés. Les élections, moi j'avais en tête que ça s'arrêtait plutôt, c'est qu'il y avait un moment où il n'y a plus de dossiers qui Oui, ça ressortent, peut et puis une s'arrêter. fois que Oui, l'élection est arrivée et qu'on a oui, un nouveau ou l'ancien qui est reparti, tu as raison. ça redémarre. Oui, mais il faut un petit peu de temps avant que ça redémarre. Et puis certains projets peuvent être carrément stoppés puisque les nouveaux vont dire bah, stop, en fait, Ouais. on voulait faire autre chose, quoi. Ok. Tu vois, donc. Mais la nouvelle énergie, donc ça rattaque. Ouais. Et pas mal de sujets de transformation d'immeubles. Ok. J'observe que ça devient des sujets qui peuvent être très gros, en fait. C'est quasiment des budgets plus importants que de la construction neuve, sur des actifs qui existent déjà, donc des bâtiments administratifs, des choses comme ça, qu'on transforme en logement, par exemple. Ça va dans ce sens-là, dans le sens bureau vers logement. Ouais, Avec peut-être le Covid qui parce est passé par là. qu'il manque beaucoup de logements, en fait. Il manque des logements. Ouais, il d'accord. manque des logements, des bureaux, il y en a déjà pas mal, en fait. Ok. Donc c'est souvent comme ça, ouais. D'accord. Donc il faut. Ouais. Donc là, il y a des nouvelles réflexions sur presque de l'aménagement intérieur. C'est quoi le aussi. squelette historique? Est-ce qu'on peut le garder? C'est comme toi, tous ces bâtiments qui ont traversé les époques, c'est parce qu'ils ont toujours réussi à finalement retomber sur leurs pattes parce qu'on pouvait en faire quelque chose, quoi. Mhm. Sinon, tu les détruis, quoi. Et tes premiers bâtiments que tu as conçus, tu y retournes parfois Ah ouais, quand la j'ai un première rendez-vous pas tour loin, que- je vais faire un petit tour, bien sûr, ouais, toujours. Ouais. Et tu arrives à avoir des retours. Tu sais, on a souvent ce truc aussi, pareil, en entreprise, enfin, peu importe l'entreprise, d'avoir un peu des retours clients, tu as des feedbacks clients, les fameux. Ouais. Toi, tu arrives à avoir des retours presque 10 ans après, dire ah là, vous avez fait ça. Ça aurait été... Enfin, tu vois, comment tu. En fait, ce qui est hyper bizarre, c'est que nous, on construit pour des gens qui sont pas nos clients. Oui. Tu vois, en fait, il y a un Mhm. intermédiaire. Donc, en fait, nous, les clients, on les voit pas. Donc, le seul moment où on voit les habitants, donc ils sont pas nos clients, on les voit à la fin. On les voit une fois que tu as fini tout ton chantier, que tu as livré, que tu as filé les clés, tout ça. Et quand tu retournes sur place, effectivement, là, tu rentres en contact avec eux. Et si tu vois, moi, par exemple, quand les gens ont mis plein de pots de fleurs ou je sais pas quoi, je me dis, ah, c'est trop bien, ils sont en train de. Ou parfois, je me rappelle, sur un bâtiment, on avait fait une sorte de petite étagère exprès sur le balcon, enfin sur le garde-corps, tu vois. Et les gens tout de suite avaient compris que c'était pour mettre des pots de fleurs. Ben voilà, quand il y a une espèce de complicité comme ça qui s'installe, je trouve ça hyper sympa. Et après, si on rencontre des gens dans les immeubles et on leur pose un peu la question, alors qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Voilà. Globalement, ils sont contents. Ok, ça marche, excellent. Tu peux les impliquer parfois, les gens en amont Ouais, il y a des formats qui existent comme ça maintenant où il y a de la co-construction, tu écoutes les attentes et tout ça, ouais. J'ai l'impression que. Alors, Mais Je- c'est très technique comme métier, donc c'est compliqué de les intégrer, tu vois. c'est ce que j'allais dire. Ouais. J'ai l'impression que quand tu lis un article sur le sujet, dire ah ouais, les locataires ont participé ou les propriétaires ont participé. Est-ce que c'est pas un casse-tête de plus pour les archis derrière, dire Si. oh là là, ils nous ont proposé des choses. Moi, je suis pas friand de ça. Après, je sais que j'ai pas mal d'amis archis qui adorent ça, ouais, qui adorent ces échanges, tout ça. Moi, je suis pas tellement friand parce que je me dis que
En fait, j'ai de peur de les décevoir à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, tout n'est pas possible, surtout dans les formats dans les surfaces qui sont très limitées des programmes aujourd'hui, si tu veux. Mais oui, j'ai déjà joué au Lego avec des habitants, ça c'est plutôt sympa. Ouais. C'est-à-dire, mais avec quelqu'un dont c'était le métier, qui était ce qu'on appelle quelqu'un qui fait de la concertation, et qui organisait tout ça. Donc, on faisait des jeux, tout le monde jouait au Lego et là, il comprenait en fait l'impact que ça avait sur le site. C'était intéressant. J'ai une référence architecturale avec les Lego. C'est pas Bjarke Ingels qui a lancé. Si, carrément, ouais. Allez, t'as raison. Ouais. Tiens, j'ai un peu c'est ma seule ref architecturale dessus. L'étranger, on en parle. T'as un peu de sujets à l'international où c'est trop complexe. Non. On a essayé des choses, on a arrêté. Ok. Il y a un peu de frustration, non? Ouais, mais bon, c'est comme ça. Enfin, on le savait. Hein. Ok. Ouais. En fait, c'est très très compliqué. En fait, si tu vas à l'export, il faut que tu sois. Par exemple, si tu vas en Chine, il faut que ta boîte, elle soit quasiment à la taille d'une boîte chinoise. Sinon, on t'écoute pas trop. Alors, à l'époque, quand moi j'ai ouvert le truc, c'était pas comme ça, mais maintenant, c'est vraiment comme ça. Ou si tu vas, je sais pas, au Moyen-Orient, tout ça, il faut que tu aies un modèle assez anglo-saxon. Les boîtes françaises, elles sont pas tellement comme ça. Tu en as quelques-unes qui arrivent. Mais même sans aller aussi nous, loin. On a fait un projet au Maroc, ça s'est mal passé. Voilà. Bon, d'accord. Ouais, ça arrive, quoi. Ok. Et même, je sais pas. On le savait, enfin, je veux dire, on prenait le risque d'eux, et puis bon, c'était pas. Et je sais pas, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, non. Non, on n'a pas du tout cherché ça, ouais. Ok. Ouais. Et c'est pas un truc, j'ai l'impression que tu cherches plus que ça. Pas pour l'instant, non. Ok. Non, c'est vrai. Ça se passe bien. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'on n'a pas cherché des marchés export comme ça, ouais, c'est vrai. Mais parce qu'on est sur le logement et c'est pas exportable, ça. Ou alors il faudrait qu'on fasse des logements méga luxe, je sais pas quoi, pour Ferrari, ou enfin, tu vois, des choses qui existent. Enfin, voilà. Mais dans le logement, non, ça s'exporte pas bien. D'accord. Ok, ça marche. Bon, hyper intéressant. Je sais pas combien de temps on a parlé. Je sais pas, je te remercie. C'est très sympa en fait c'est pas mal de faire un temps d'arrêt par la parole et pas par l'image en fait parce que nous on est dans un monde d'images toute la journée en fait. C'est assez marrant de mettre des mots sur tout ça. On discutait un peu avant pour les gens qui nous écoutent. On arrive à parler pendant 1h30 sans trop de problèmes et ça se passe bien. Et enfin moi j'ai apprécié en tout cas l'échange qu'on a pu avoir ensemble. Merci. Ouais. Merci à toi Antoine pour tout ça. Longue vie à Urban Makers. On espère voir des choses. À Bordeaux, si jamais je passe à Bordeaux, moi, un de ces quatre, j'irai faire un détour. Ouais. Donc c'est près de Darwin. Darwin Darwin, connu, ouais. Bien connu. Ouais. Ok, on ira voir tout ça. Merci beaucoup. Allez, je te remercie beaucoup. Ouais. Salut. Salut. Très bien, super. Et je sais pas comment on a posé, mais c'est étonnant. Hein. T'as vu, on rentre longtemps en fait. Dans une bulle et puis. Et encore, moi j'aurais pu te parler pendant des heures. Encore, exactement, mais c'est ce que disent chaque personne qui viennent. Magnifique. Vous êtes arrivé au bout du podcast. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Abonnez-vous, mettez un like, ça nous aide beaucoup. Merci et à bientôt.